Ici, Moscou. Gros plan sur l'Afrique. Notre observateur Igor Yazan vous invite aujourd'hui à écouter son sujet « La fièvre Ebola et le business pharmaceutique mondial » et traditionnellement un bref aperçu l'Afrique, les échos de la semaine. Retrouvez la rubrique « Gros plan sur l'Afrique » de Rossiya Segodnia sur le site à l'adresse www.french.ruvert.ru et mailez à l'auteur à l'adresse yazan@ruvert.ru. Le premier homme ayant su se remettre de la fièvre Ebola, le médecin américain Kent Brantly, ayant attrapé le virus au Libéria, a été présenté avec pompe aux États-Unis. D'après les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, il est le seul à guérir sur 2240 infectés par le virus en Sierra Leone, en Guinée, au Nigeria et dans plusieurs autres pays. Personne ne saurait prédire leur sort ni celui des gens menacés du virus. Le responsable de l'ONG Médecins sans frontières, Brice Delavigne, cité par le Guardian britannique, a déclaré que la communauté mondiale n'avait pas réagi à la dissémination du virus en Afrique de l'Ouest. Selon Brice Delavigne, les leaders occidentaux se soucient de la sécurité de leurs États plutôt que du concours à l'Afrique. Il existe d'autres acteurs dans la tragédie, le business pharmaceutique international. Le géopoliticien belge Luc Michel, directeur général de l'ONG Observation eurasienne pour la démocratie et les élections, animateur DOD, TV et Afrique Média, envisage cet aspect dans une interview accordée par téléphone de Bruxelles à notre correspondant Igor Yazan. On est au milieu de ce que j'appelle, moi, l'horreur occidentale. Parce que une pandémie comme Ebola, mais aussi comme le sida, parce que quasiment, que ce soit au niveau pratique, mais aussi au niveau moral, c'est le même problème, le même phénomène. On touche tout ce qui est horrible dans la manière d'être occidentale. Les Occidentaux disent, nous sommes la démocratie, nous sommes le progrès. Et lorsqu'on touche des choses graves, comme Ebola ou le sida, on voit que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas un partisan de la théorie des complots. Pour le moment, il y a en Afrique toute une série de gens qui disent que Ebola, mais aussi le sida, ça a été créé pour détruire les populations africaines, etc. Il n'y a rien qui permet de le dire. Mais il y a des choses qui sont sûres. On voit apparaître au même moment les virus d'Ebola et du sida. C'est au milieu des années 70. Ebola, c'est 76, au Soudan puis au Zaïre. Le virus, donc, de ce qu'on appelle le HIV et vulgairement le sida, il apparaît au même moment. Qu'est-ce qu'on sait? Il y a, dans le centre du Zaïre, au milieu de l'immense forêt équatoriale, il y a des zones réservées de plusieurs centaines de kilomètres carrés qui sont utilisées, qui sont loués ou achetés, on ne le sait pas très bien, mais par des firmes qui font de la recherche sur toute une série d'armes militaires, c'est-à-dire des missiles, mais aussi des armes biologiques. Il y a notamment, on le sait, des firmes allemandes, il y a des firmes israéliennes. Et donc, il est quand même curieux de voir que ces grandes pandémies apparaissent dans ces zones qui sont des zones grises sur la carte du monde. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on doit savoir du virus? Ce sont des maladies, ce sont des virus qui ont muté des animaux à l'homme. Il y a beaucoup de médecins, beaucoup de scientifiques qui n'ont pas hésité à dire, il y a 10 ou 15 ans, curieusement on n'entend plus parler de ces gens, mais que la seule possibilité de faire muter un virus de l'animal à l'homme, c'était de le faire en laboratoire. Maintenant, le reste, ce sont des questions. Il faut simplement se demander où est la moralité occidentale lorsque l'on va au cœur de l'Afrique faire des recherches sur ce que j'appelle des saletés, sur des armes qui sont horribles. Deuxième chose, derrière ça, il y a évidemment, derrière la maladie elle-même, que ce soit le sida, que ce soit Ebola, que ce soit certaines autres maladies très rares, moins connues, il y a une industrie pharmaceutique occidentale. Qu'est-ce qu'on peut dire là, on n'est plus dans le domaine des hypothèses, on est dans un domaine concret. On est dans le cynisme, dans l'immoralité occidentale qui ne vise que le profit et qui a fait de la médecine un instrument de profit. Qu'est-ce qui a lancé le scandale autour de la nouvelle vague d'Ebola? C'est Barack Obama lui-même. Il y a environ 15 jours, au moment du sommet de Washington, où Obama déclarait son amour de l'Afrique, on est à une reprise donc du virus Ebola, notamment au Libéria. On a 1 millier d'Africains touchés. Il y a actuellement un peu plus de 1000 morts.
À un moment donné, il y a 2 soignants américains qui sont touchés par la maladie. Subitement, au lieu de les laisser mourir, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, comme les Africains, on les évacue aux États-Unis, où on découvre qu'existe vaccin à l'état de projet bêta, c'est-à-dire à l'état de recherche, mais il existe. On l'administre à ces 2 soignants, eux ne meurent pas. Le Libéria, la Croix-Rouge africaine, demande que l'on donne le vaccin pour soigner les 1000 autres Africains. Et la réaction de Barack Obama, ça a été ça le grand scandale en Afrique. On n'en a pas parlé en Europe comme par hasard. Barack Obama commence par déclarer: nous ne pouvons pas donner le médicament parce que les brevets appartiennent aux firmes qui ont fait les recherches. Et puis, quand la Maison-Blanche s'aperçoit de l'erreur de communication qu'a fait Obama, surtout en plein milieu du sommet États-Unis-Afrique de Washington, on déclare à ce moment-là que le vaccin n'est pas stable parce qu'il n'a pas été essayé, etc. Mais il est assez stable pour être essayé sur 2 blancs, mais pas sur 1000 Africains. Là, je dirais, sous les projecteurs apparaît soudainement l'industrie pharmaceutique occidentale et les recherches sur les grandes pandémies. Depuis qu'elles ont éclaté, eh bien, il y a des centaines de firmes pharmaceutiques, de grands hôpitaux. Derrière tous les grands hôpitaux français, belges, allemands, américains, il y a des services de recherche. Certains grands hôpitaux vivent de ce service de recherche, puisque la médecine elle-même est de moins en moins rentable en Union européenne, par exemple. Troisième chose, il y a derrière ça, évidemment, de grandes compagnies. Une des plus connues, c'est la Suisse Servier. Il y a Bayer ici. Il y a des grandes firmes qui font des centaines de millions d'euros, voire milliards de bénéfices. Tout ce groupe qui forme l'industrie pharmaceutique occidentale, mais derrière lequel, parce qu'en Occident, derrière chaque grande industrie, il y a un lobby. Il y a donc un lobby international pharmaceutique, notamment qui a pris littéralement en otage la sécurité sociale dans beaucoup de pays de l'Union européenne. Eh bien, ces gens, évidemment, depuis que les grandes pandémies se sont déclarées, font aussi de l'argent, pas sur les médicaments, mais sur la recherche. La recherche sur Ebola, la recherche sur le sida. Leur intérêt n'est pas de déboucher sur un médicament. Le sida nous indique comment ces gens travaillent, c'est-à-dire qu'on ne guérit pas le sida, mais maintenant, en Europe occidentale, je précise bien, on ne meurt plus du sida. On meurt du sida tous les jours, en Amérique latine, en Afrique, par absence de médicaments. Mais en Europe, en Belgique, en France, en Allemagne, du moment que vous vous soignez, il y a notamment ce qu'on appelle la trithérapie, c'est une combinaison de médicaments qui stoppe la maladie et la fait même régresser, eh bien, vous avez des sidaïques qui arrivent à leur mort naturelle. Tout simplement parce que ces médicaments rétablissent l'immunité. Qu'est-ce que c'est Ebola? Qu'est-ce que c'est le sida? Ce sont des maladies. C'est un peu semblable à la grippe. Je vous rappelle que la grippe tuait encore en Europe en 1914. Il y a eu de grandes épidémies autour de la Première Guerre mondiale de grippe. La grippe a tué des millions de gens. Ce sont des virus qui détruisent l'immunité du système. Et à ce moment-là, la moindre chose vous tue. La trithérapie du sida rétablit l'immunité. Donc, ça rapporte énormément d'argent à toutes ces firmes, beaucoup plus que de guérir la maladie. À côté de ça, dans le cas du sida, il y a toutes les industries parallèles, notamment toutes les firmes qui vendent des préservatifs. Il y a une industrie du préservatif, il y a une publicité, il y a un marketing du préservatif qui fait vivre des agences de publicité. Donc tout ce bloc occidental, puisque tout ça est aux mains de firmes européennes ou américaines, n'ont aucun intérêt à guérir le sida ou Ebola. Mais quand même, tu ne trouves pas que pays riches, pays industrialisés, ce sont une obligation à aider les Africaines? Si on a ma conception humaniste du monde, oui, bien entendu. D'autant plus que c'est le discours occidental qui dit nous sommes le bien, nous sommes le beau, nous sommes l'éthique, nous sommes la morale. Mais dans la pratique, c'est pas ça. Dans la pratique, l'Occident, qu'est-ce que c'est l'Occident? C'est la zone de domination américaine sur le centre du monde capitaliste. C'est ça l'Occident. C'est plus l'Occident du Moyen-Âge. L'Occident du Moyen-Âge, il est disparu dans les guerres de la Renaissance. L'Occident aujourd'hui, c'est quoi? Les Occidentaux visent à faire du fric. C'est le fric roi, Igor. Tout ce qui les intéresse, c'est des profits. Ces firmes pharmaceutiques, ne l'oublions pas, ce ne sont pas des firmes philanthropiques. C'est pas du charity business. Ce sont des firmes industrielles qui visent à la rentabilité, avec derrière elles des usines, avec derrière elles tout un secteur de lobbyistes. Et nous
n'oublions pas, avec derrière elle des mafias. Parce qu'il y a également une mafia du monde industriel pharmaceutique. C'est-à-dire qu'il y a des trafics régulièrement, on arrête en Europe des gens qui font du trafic de médicaments périmés, de médicaments falsifiés, c'est-à-dire tout ça ne guérit plus, à direction de l'Afrique. L'Afrique, malheureusement, elle est l'oubliée de ce monde occidental, sauf lorsqu'il s'agit de la piller. Il y a un autre aspect du discours occidental. Il y avait dans le journal français Libération, il y a quelques jours, un fonctionnaire des Nations Unies et une dirigeante d'ONG, je ne vais pas les citer parce qu'ils n'en valent pas la peine, mais qui expliquait que Ebola, c'était une maladie de pauvres pour des pays pauvres. Ça, c'est ce que pensent les Occidentaux, et ils pensent évidemment que les gens étant pauvres n'ont pas les moyens de payer, et comme ils ne peuvent pas payer, parlons brutalement, Igor, ils peuvent crever. Regardons, un des deux pays touchés, c'est le Nigeria. Le Nigeria n'est pas un pays pauvre en Afrique. Au contraire, c'est un des pays émergents. On dit même que actuellement, il est au niveau de développement supérieur à l'Afrique du Sud. Ça n'empêche pas le Nigeria d'être touché, par exemple. Donc voilà, deuxième aspect de l'immoralité, ce que j'appelle moi l'horreur occidentale. Et je ne vois pas pourquoi, parce que des gens sont pauvres, on devrait les laisser mourir. Mais Igor, on n'est non pas dans la mentalité des peuples d'Occident, on est dans la mentalité du capitalisme. C'était déjà ce que pensait le capitalisme au XIXe siècle. Lorsque le capitalisme s'est développé, pendant 2 générations, on faisait, en Europe je parle, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en France, on faisait travailler des enfants de 4-5 ans dans les mines, dans les usines. Ça n'a pas changé. On fait encore actuellement en Asie, on fait encore travailler des enfants. À la production, par exemple, la fameuse firme Nike a été prise, c'était des enfants dans des pays asiatiques qui terminaient les chaussures. C'est ça le capitalisme. Et dans cette mentalité, évidemment, les populations n'existent que comme statistiques et elles n'existent que comme, comment pourrais-je dire, comme matière première. Lorsque le capitalisme s'est développé, la matière première au départ c'était le charbon. Toutes les grandes industries européennes se sont faites sur le charbon, mais la seconde matière première, et elle était considérée comme telle, il faut relire Marx. Marx avait raison dans sa critique à l'époque. L'homme est une marchandise. Et c'est encore la vision qu'a actuellement la globalisation capitaliste de type américain, et c'est encore la vision qu'a l'industrie capitaliste et la finance capitaliste. Mais on est dans un monde qui pour moi n'est plus acceptable, Igor. Parce que si on accepte ça, où va-t-on aller? Maintenant, il y a une troisième chose. Il y a également un volet qui est un volet idéologique, c'est-à-dire qu'il y a dans différents pays d'Europe occidentale et dans différents pays, notamment aux États-Unis et au Canada, il y a des gens qui sont liés au monde des néoconservateurs et qui sont liés à une mauvaise vision de la religion chrétienne, qui pensent que des virus comme Ebola ou le sida sont une espèce de punition divine qui de toute façon vise des populations qui sont trop nombreuses. Il y a eu un scandale il y a quelques mois en France. C'est un homme politique, c'est Jean-Marie Le Pen, et on lui a posé la question que pensez-vous de la surpopulation en Afrique, puisque l'Occident dit qu'il y a trop de population en Afrique. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas mon avis. Et Le Pen a dit, c'est très cynique, il a dit Monseigneur Ebola devrait régler le problème dans les 20 années à venir. Il y a des gens qui pensent comme ça au gouvernement américain, notamment les gens qui entouraient George Bush, des gens comme Dick Cheney, etc. Et là, on est dans un troisième volet, de nouveau, où la population africaine n'a pas de valeur humaine. Mais j'ajoute quelque chose, pour ces gens-là, si un jour ils jugent qu'il y a trop de population en Europe, la population européenne n'aura pas plus de valeur, comme elle n'en avait pas au XIXe siècle. Dieu nous protège, hein? Dieu nous protège, Dieu, le diable ou le Dieu des athées, mais il faut évidemment, la première chose qu'il faut faire, Hugo, il faut dénoncer. Moi, c'est ce que je fais inlassablement. Il faut expliquer ça aux gens. Il faut expliquer ce qui vit, parce que tout le monde a entendu parler d'Ebola. On voit Ebola ou le sida un peu comme une espèce de malédiction, comme quelque chose qu'on ne sait pas maîtriser. Ce n'est pas vrai. Ma conviction profonde, lorsqu'on connaît le degré de développement précisément de la recherche en biologie, en pharmacie, etc., moi je pense qu'on peut très rapidement trouver la guérison de ces grandes maladies, d'autant plus que ces firmes sont rivales. Imaginons une synergie de tous ces grands laboratoires
laboratoire, au lieu de chercher le profit, qui cherche la solution, on arriverait très vite. Mais ça suppose quelque chose, Igor. Ça suppose quelque chose qui est en train de disparaître en Occident. C'est un État. Il faudrait un État qui domine ces lobbies, ces industries. Ce qu'on voit en France, en Belgique ou en Allemagne, c'est l'inverse. Il a fallu une dizaine d'années de scandales pour qu'un laboratoire comme Servier, par exemple, soit condamné en France pour des traitements qui avaient provoqué des décès, parce que ces laboratoires, en plus, n'hésitent pas, dans certains cas, en vente, on met dans le public un médicament, en dissimulant des choses qu'on ne sait pas, des à côté, et des gens en meurent. Il y a des scandales réguliers depuis les années 60. Dans les années 60, il y a eu un grand scandale, c'était un médicament qu'on appelait le Softenon, qui provoquait la naissance d'enfants anormaux, ce qu'on appelle des enfants mongoliens, qui naissaient donc retardés mentaux ou sans bras, etc. Ça a été le premier grand scandale de l'industrie pharmaceutique. Depuis, il y en a quasiment chaque décennie. Le problème, c'est qu'ils ont de l'argent, des avocats, des complicités. C'est que à tous ces firmes sont liés les hommes politiques, et donc on ne se presse pas à les condamner. Je vais vous donner un dernier exemple, Igor, pour comprendre. Eh bien, il y a eu un grand scandale à un moment donné sur le second type de grippe, ce qu'on appelait la grippe mutante il y a quelques années. La France avait acheté pour des dizaines de millions d'euros de vaccins inutiles. Eh bien, la ministre en charge de la santé, elle, c'était une pharmacienne et elle venait directement de l'industrie pharmaceutique. Voilà ce qu'est le lobby pharmaceutique. Vous avez entendu à notre micro le géopoliticien belge Luc Michel, directeur général de l'ONG Observation eurasienne pour la démocratie et les élections. Vous écoutez toujours notre rubrique hebdomadaire Gros plan sur l'Afrique. Et maintenant, le tour d'horizon, l'Afrique, les échos de la semaine. Le Burkina Faso, qui n'a enregistré aucun cas de fièvre Ebola, a décidé de reporter en raison d'un défi sanitaire une réunion début septembre de l'Union africaine consacrée à l'emploi et à la pauvreté, a annoncé lundi à Ouagadougou son ministre des Affaires étrangères, Djibril Basselé. Il a été décidé de reporter à une date ultérieure le sommet extraordinaire de l'Union africaine devant se réunir du 2 au 7 septembre au Burkina Faso sur l'emploi, l'éradication de la pauvreté et le développement inclusif, a déclaré M. Basselé lors d'une conférence de presse. Ce sommet de Ouagadougou devait permettre aux leaders africains de réaffirmer leur volonté de faire de l'emploi une priorité dans les politiques nationales de développement, d'explorer de nouvelles stratégies pour la promotion d'emplois au profit des jeunes et des femmes, a précisé M. Basselé. Des virologues russes sont arrivés en République de Guinée, se sont mis au travail pour endiguer la propagation de la fièvre Ebola, indique le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué diffusé vendredi. Face à la flambée de la maladie en Afrique de l'Ouest, Moscou a envoyé en République de Guinée une équipe d'épidémiologistes dotée d'un laboratoire mobile sophistiqué. Des virologues et bactériologues russes sont arrivés le 22 août à Conakry et encadrés de l'ambassade de Russie se sont mis au travail en coopération étroite avec les autorités sanitaires locales et les spécialistes de l'OMS, dit le texte. Nous sommes convaincus que la participation active de la Russie aux efforts collectifs internationaux apportera une contribution substantielle à la répression de cette maladie dangereuse. L'ONU va déployer au 15 septembre 7600 hommes en République centrafricaine dans le cadre de son opération de maintien de la paix, a indiqué mardi le chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RCA, MINUSCA, le général Babacar Gaye. La majeure partie, soit 5800 hommes, sera prélevée sur les effectifs de la force africaine, MISCA, déjà présente dans le pays, et passera sous pavillon de l'ONU, a précisé le général. S'ajouteront aux troupes de la MISCA 1800 soldats et policiers supplémentaires, dont 3 bataillons d'infanterie fournis par le Maroc, le Bangladesh et le Pakistan, et des policiers rwandais et sénégalais. La logistique sera aussi améliorée avec l'arrivée d'hélicoptères de transport. À partir du 15 septembre, la MINUSCA doit se substituer progressivement aux forces internationales, dont la MISCA, et quelques 2000 militaires français déployés depuis fin 2013 dans le cadre de l'opération Sangaris. La force de l'ONU doit compter 12 000 hommes à effectif plein.
La justice malienne est prête à aider l'enquête française sur un éventuel financement libyen de la campagne de l'ex-président Nicolas Sarkozy lors de son élection en 2007, a appris mardi l'agence France-Presse de sources judiciaires. La justice malienne accepte de répondre favorablement à une demande de la justice française, aider à clarifier l'histoire d'un éventuel financement libyen à une campagne électorale de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, a déclaré à l'AFP un responsable du ministère de la Justice. Les auditions pourraient concerner Amadou Cheikh Bani Kanté, ex-chargé de mission à la présidence de la République et ancien représentant des investissements libyens en Afrique de l'Ouest, dont le nom a circulé dans les médias comme possible porteur de valises du régime du colonel Kadhafi, renversé en 2011. Interrogé par l'AFP, l'intéressé a catégoriquement démenti mardi avoir eu connaissance d'un éventuel financement libyen de la campagne de Sarkozy. « Je n'ai jamais été porteur de valises, c'est faux. Je n'ai jamais rencontré Sarkozy de ma vie », a dit M. Conté. Cependant, du temps du colonel Kadhafi, des hommes d'affaires, dirigeants politiques et journalistes passaient par le Mali. Nicolas Sarkozy et plusieurs de ses proches ont été placés sur écoute en septembre 2013 dans l'enquête sur les accusations non étayées jusqu'à présent d'un financement par la Libye de sa campagne victorieuse de 2007.